Bonjour à toutes et à tous. Ce mardi 28 juillet 2026, Washington redevient pour quelques heures le centre de gravité de trois guerres à la fois. Donald Trump reçoit en effet coup sur coup Benjamin Netanyahou et Volodymyr Zelensky, deux alliés, deux conflits, un seul arbitre qui affirme désormais ses choix sans les négocier. Et pendant ce temps, le pétrole recule sur les marchés, porté par l'espoir d'une trêve avec l'Iran, un espoir que la nuit dernière, en Jordanie, en Irak et en Arabie Saoudite dément déjà en partie. Plus loin, en Extrême-Orient, un pont de béton entre la Russie et la Corée du Nord raconte la même histoire, mais à sa façon, celle d'un monde qui ne demande plus la permission de Washington pour redessiner ses alliances. Et à Washington même, la réserve fédérale s'apprête à trancher demain, mercredi 29 juillet 2026, la décision de politique monétaire la plus imprévisible depuis des années, une équation rendue impossible par cette même instabilité géopolitique. Un seul fil relie ces quatre actualités. L'Amérique arbitre plus qu'elle ne dirige et le monde, de Téhéran à Pyongyang, s'organise déjà autour de cette nouvelle réalité. Nous allons les décrypter une par une, ensemble et dans l'ordre. Bienvenue dans le JT de TV Finance. Ce mardi 28 juillet 2026, deux hommes de guerre franchissent la même porte à quelques heures d'intervalle. Donald Trump reçoit d'abord Benjamin Netanyahou, puis Volodymyr Zelensky. Deux conflits, deux calendriers électoraux, un seul arbitre et une journée qui en dit plus sur l'état du monde que n'importe quel communiqué officiel. Le ton avait pourtant été donné la veille et il n'était pas anodin. En effet, hier, lundi 27 juillet, à bord d'Air Force One, puis lors d'un meeting à Milford, dans le Michigan, Trump a déclaré qu'Israël aurait été anéanti, je le cite, sans l'intervention militaire américaine contre l'Iran. Vous savez, a-t-il dit, qui ne survivrait pas sans nous ? Israël. Bibi arrive, il vous le dira, a-t-il lancé, s'attribuant la destruction de la marine et de l'aviation iranienne. Une phrase à double tranchant. Trump s'y présente en sauveur d'Israël, mais rappelle aussi implicitement qui décide désormais du tempo de la guerre. Et vous l'avez compris, ce n'est plus Jérusalem. Et c'est tout l'enjeu de la rencontre avec Netanyahou. Les deux hommes ne s'étaient pas revus depuis février dernier quand leur armée frappait encore l'Iran en parfaite coordination. 5 mois de guerre ont créé un fossé stratégique. Netanyahou veut poursuivre la pression jusqu'à l'effondrement du régime iranien. Trump, lui, veut sortir du conflit avant les midterms de novembre. Cette 7e visite du Premier ministre israélien, un record, se tient sans séance photo publique, signe que Washington ne veut plus afficher une proximité qu'il ne ressent plus de la même manière. Benjamin Netanyahou, lui, arrive avec des renseignements sur la reconstruction nucléaire iranienne et un contentieux plus large, celui notamment de la vente de F-35 à la Turquie, mais encore celui sur l'accord nucléaire civil américano-saoudien, mais encore aussi sur l'élargissement des accords d'Abraham. Autant de dossiers où Israël voit son avantage militaire qualitatif s'éroder au profit d'une réelle politique américaine qui arbitre désormais entre alliés régionaux plutôt qu'aux côtés d'un seul. En toile de fond, ces élections du 27 octobre prochain où les sondages ne lui promettent aucune majorité, Netanyahou a besoin de Trump plus que Trump n'a besoin de lui. Zelensky, de son côté, arrive dans une toute autre logique. Officiellement, pour les obsèques du sénateur Lindsey Graham, mais il doit aussi rencontrer le Sénat ce soir où un vote sur de nouvelles sanctions russes, c'est-à-dire notamment 100% de droits de douane sur les importateurs de pétrole russe, pourrait intervenir donc le même jour. Donald Trump veut y adjoindre des sanctions contre l'Iran, une initiative que Zelensky a jugée excellente. Preuve que Kiev a compris l'intérêt de lier son sort à la priorité stratégique du moment à Washington. Fait nouveau et révélateur, vous vous en souvenez, on en a parlé ici même hier, samedi dernier, l'Ukraine a frappé un pétrolier iranien en mer Caspienne, transportant selon Kiev des drones destinés à la Russie. Deux guerres longtemps parallèles, distantes de 2500 km, viennent de se percuter directement sur le terrain. Ce que cette journée écrit géopolitiquement, c'est que Washington ne mène plus une diplomatie d'alliance fixe, mais une diplomatie d'arbitrage simultané. Le vice-président américain J.D. Vance a d'ailleurs averti que le cabinet Netanyahou, en sabotant les négociations avec l'Iran, risquait d'aliéner le seul allié puissant qui lui reste, signe que même Israël doit désormais négocier sa place plutôt que la tenir pour acquise. L'Ukraine, à l'inverse, elle, avance ses pions sans s'exposer. L'ancien ambassadeur William Courtney résume ce calcul comme un service rendu à Washington contre l'Iran, sans embarquement visible dans une guerre jugée impopulaire chez elle.
Deux stratégies opposées face à un même pouvoir américain redevenu, pour la première fois depuis des décennies, l'unique variable d'ajustement des guerres du Moyen-Orient et d'Europe de l'Est, et qu'il assume ouvertement sans plus consulter ni l'un ni l'autre de ses alliés en amont. Le baril recule ce mardi matin, le Brent à 87,24 $, le WTI à 81,60 $. Le baril, plus de 1% de baisse chacun. Le marché salue une trêve qui tient entre Washington et Téhéran, mais cette même nuit, ailleurs, plusieurs faits rappellent que la désescalade reste locale et non pas systémique. Sur le terrain, d'abord, l'armée israélienne a intercepté un drone près de la frontière jordanienne dans la nuit. L'appareil n'a pas pénétré le territoire israélien et son origine fait l'objet d'une enquête. La Jordanie, elle, subit des incursions répétées depuis la reprise des frappes américaines début juillet. Le trafic maritime, lui, donne la mesure exacte du blocage. Selon Marine Traffic, seuls 29 navires ont franchi le détroit d'Ormuz entre le 24 et le 26 juillet, contre 100 traversées sur la même période dans le détroit de Bab el-Mandeb, à quelques centaines de kilomètres. Trois faits élargissent ensuite le cadre régional. Vladimir Poutine a publiquement salué dimanche la flotte Moustique iranienne. Vous savez, cette vingtaine de sous-marins de poche et ses plusieurs milliers de vedettes rapides difficiles à détecter, en affirmant que Moscou développe des capacités similaires. Le conseiller irakien à la sécurité nationale, lui, a accusé des cellules ukrainiennes d'avoir mené des attentats à la bombe contre des installations gouvernementales en Irak, sans preuve détaillée. Enfin, Kiev n'a pas réagi face à cela, et puis l'Iran a exécuté 2 hommes condamnés pour le meurtre de policiers lors des manifestations de janvier dernier, portant à au moins 24 le nombre d'exécutions liées à cette répression. Enfin, un signal d'alerte vient de la région. L'Arabie Saoudite a annoncé avoir abattu des drones visant des installations pétrolières, notamment à Riyad, affirmant qu'ils avaient été lancés depuis l'Irak par des groupes soutenus par l'Iran. Les Houthis, eux, alliés de Téhéran au Yémen, je vous le rappelle, ont revendiqué en représailles des frappes contre l'oléoduc Est-Ouest saoudien qui alimente le port de Yanbu. Et ce que les marchés ne disent pas, eh bien c'est cela, c'est que ce recul du baril repose sur une lecture optimiste et fragile. D'ailleurs, la Commonwealth Bank of Australia résume l'équilibre exact. Les craintes d'escalade immédiate s'atténuent, mais tout désaccord sur le détroit d'Ormuz pourrait rallumer le conflit. Or, cette pause survient aussi, selon le New York Times, après que Trump a mis de côté un projet d'attaque massive évoqué vendredi dernier, en raison non de la diplomatie, mais de préoccupations sur le stock de munitions américaines que Trump a démenti hier, mais sans convaincre personne. Conséquence géopolitique, à l'heure où Trump reçoit Netanyahou, ce contexte n'est pas neutre pour la rencontre de ce mardi à Washington. Netanyahou arrive alors même que la trêve dont profite le marché pétrolier repose sur une fragilité américaine qu'il connaît mieux que quiconque, des munitions qui s'épuisent, un président qui cherche une sortie de crise avant les midterms et une région où l'Iran, loin d'être isolé, voit son savoir-faire militaire salué par Moscou et ses alliés yéménites frapper l'Arabie Saoudite en son nom. Pour Israël, qui pousse depuis des mois pour une ligne dure face à Téhéran, ce moment de calme apparent sur les marchés est aussi le moment où Washington a le moins de marge pour reprendre les frappes, un paradoxe qui devrait peser sur les échanges du jour, bien que plus que n'importe quel communiqué officiel. Le baril baisse parce que la guerre marque une pause, il ne baisse pas parce que la région est stabilisée. Cette instabilité ne s'arrête pourtant pas aux frontières du Moyen-Orient, elle se prolonge plus discrètement à des milliers de kilomètres de là où 2 autres puissances profitent elles aussi d'un monde que Washington ne surveille plus seul. Un fleuve, 1 kilomètre de béton, 2 drapeaux qui pendant des décennies ne s'étaient jamais rencontrés par la route. Le pont entre Kazan, en Extrême-Orient russe, et Tumongang, en Corée du Nord, s'apprête à devenir la première liaison routière jamais construite entre les deux pays. Officiellement, Moscou et Pyongyang y voient du commerce et du tourisme. Une enquête de l'ONG ukrainienne Trust Hounds, relayée par The Guardian, raconte une toute autre histoire, celle d'un corridor pensé pour la guerre et non pas pour les vacanciers. Les chiffres, d'ailleurs, trahissent le récit officiel. Notez que le passage a coûté plus de 100 millions de dollars pour seulement, tenez-vous bien, 34 millions de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux en 2024. Le tourisme russe reste anecdotique, 10 000 visiteurs en 2025, en voyage encadré vers une capitale nord-coréenne située à plus de 500 km du pont. L'équation économique ne tient donc pas. Ce qu'elle cache, par contre,
et selon le chercheur Nazam Mioun, un moyen d'échapper à l'œil des satellites occidentaux. La route est en effet beaucoup plus difficile à surveiller que le rail, chargement invisible, camions indifférenciés et contourne surtout une contrainte technique, l'écartement des rails qui diffère entre les deux pays. Le contexte est daté et lourd. Depuis le pacte stratégique de juin 2024 entre Poutine et Kim Jong-un, plus de 14 000 soldats nord-coréens ont combattu à Koursk. Volodymyr Zelensky avait d'ailleurs averti que Moscou en attendait 30 000 de plus. Au moins 2 000 sont déjà morts pour une guerre qui n'est pas la leur. Ce que ce pont écrit sur la carte du monde, un kilomètre de béton ne fait pas basculer un ordre mondial, mais il en est le symptôme le plus tangible. Pendant que Moscou et Pyongyang bâtissent discrètement l'infrastructure d'une dépendance militaire durable, Séoul vient d'acter de son côté l'épuisement d'un dogme vieux de 30 ans. Nous en parlions hier, mais selon le ministre sud-coréen de l'unification Chang Dong-young, le gouvernement a officiellement abandonné l'exigence d'une dénucléarisation nord-coréenne préalable à tout dialogue au profit d'une doctrine dite paix d'abord. Deux gestes, deux capitales, un même aveu en creux, celui d'un Occident qui ne fixe plus seul les termes du jeu. En Asie du Nord-Est, le pont sur le Tumen ne relie pas seulement deux rives, il relie deux dynamiques longtemps séparées, la guerre en Ukraine et la crise nucléaire coréenne, désormais prises dans le même engrenage. Ce que l'Occident observait de loin par satellite s'organise désormais sur la route à hauteur d'homme et sans lui demander la permission. Ce nouvel ordre mondial a un prix et il commence déjà à s'inviter dans les calculs des banquiers centraux. Demain, c'est à Washington que la facture se discute et c'est Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale américaine, qui devra le régler. Demain, mercredi 29 juillet 2026, la Fed rend sa décision la plus imprévisible depuis des années. Kevin Warsh, président, depuis 6 semaines, doit choisir entre statu quo et hausse surprise des taux, un choix que même les marchés n'arrivent pas à trancher et qui pourrait diviser son propre comité. Le chiffre le dit d'ailleurs, les investisseurs à travers leurs paris sur les marchés financiers ont fait grimper à environ 40% la probabilité d'une hausse, un chiffre en dents de scie qui résume à lui seul la confusion ambiante. Il était tombé, je vous le rappelle, à 10% après la publication le 14 juillet dernier d'un indice des prix à la consommation en baisse pour la première fois en 6 ans. Puis, il est remonté d'un coup avec la reprise des tensions avec l'Iran. Une bascule si rapide que selon Pradip Bhatia, dirigeant d'une société de conseil en couverture de risque financier, les banques elles-mêmes ont renoncé à deviner la décision de la Fed. Un tiers se prépare à une hausse, les autres à une baisse. Cette incertitude, elle pourrait aussi diviser publiquement le comité. Deux présidentes régionales de la Fed, Lori Logan de Dallas et Beth Hamack de Cleveland, plaident ouvertement pour une hausse, jugeant l'inflation plus préoccupante que l'emploi et pourraient voter contre un statu quo. Selon l'économiste Claudia Sahm, un noyau de responsables est prêt à agir, tandis qu'un groupe plus large attend des signaux plus nets. Une dissension rare et un test pour l'autorité encore fraîche de Kevin Warsh. Le nouveau président, lui, garde le silence sur ses intentions, une stratégie assumée qui, selon plusieurs économistes, dont Joseph Lavorgna, pourrait pourtant bien arranger tout le monde. Agir maintenant, plutôt qu'à l'approche des midterms de novembre, éviterait à Warsh une accusation de calcul politique, celle-là même que Trump avait adressée à son prédécesseur Jérôme Powell en 2024. Un geste ferme pourrait aussi indirectement satisfaire Trump en maîtrisant les taux d'emprunt à long terme. Ce que ce vote révèle au-delà des taux, Warsh hérite d'une inflation nourrie par 3 fronts simultanés. La flambée du pétrole liée à l'Iran, la demande massive générée par l'intelligence artificielle et de nouveaux droits de douane américains. Une hausse surprise validerait sa méthode et son autorité naissante. Un statu quo, après 2 mois de silence appuyé, laisserait planer le doute sur sa fermeté réelle. Warsh joue demain, mercredi 29 juillet 2026, et bien plus que la politique monétaire américaine, il joue sa crédibilité à peine 6 semaines après son entrée en fonction et face à des marchés qui, eux, ont déjà cessé de le prédire. Regardons ce qu'il sera intéressant de suivre de près aujourd'hui. Bien écoutez, côté économie, la confiance des consommateurs en France, la confiance des consommateurs aux États-Unis sera à regarder de près. Côté résultats d'entreprise, Mercedes-Benz, Barclay, Essilor-Luxottica, Logitech, Rio Tinto, Kering, Ford, Mondelez, Visa, Nextpay, Seagate, Coca-Cola, UPS et Boeing. Bonne chance, bon courage. Soyez plusieurs pour checker tout ça. Et évidemment, les négociations à Washington
Washington, les pourparlers à Washington, dans un premier temps, 11h, heure de Washington, rencontre Trump-Netanyahou, et dans la foulée, Trump-Zelensky. Les intérêts ne sont pas du tout les mêmes. On verra dans quelle mesure Donald Trump est capable de gérer, de régir, de se comporter en arbitre mondial pour le moment. Regardons ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et les bourses européennes ont terminé dans le vert, portées par le reflux des cours du pétrole après la suspension des frappes entre les États-Unis et l'Iran. À Paris, le CAC 40 a progressé de 0,4% à 8406 points, tandis que le DAX a bondi de 1,3% et le FTSE a gagné 0,42%. L'Eurostock 50 a avancé de 0,27%. Et le stock 600 de 0,19%. Les investisseurs restent toutefois prudents à l'approche des décisions de la Fed, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon, ainsi que d'une vague de résultats d'entreprises qu'on vient de citer. Y ajoutons Microsoft, Meta, Apple et Amazon, évidemment, les fers de lance de cette semaine de publication de résultats d'entreprises. La bourse de New York a terminé en ordre dispersé dans l'attente des résultats des géants de la tech et de la décision de politique monétaire de la Fed. Le Dow Jones a progressé de 0,51% à 52 210 points. Le S&P 500 est lui par contre resté quasi stable, hausse toute symbolique de 0,02% à 7 413 points, tandis que le Nasdaq lui a cédé 0,17% à 24 932 points. Les investisseurs surveillent également l'évolution des tensions au Moyen-Orient malgré le recul du pétrole après les signaux d'apaisement entre Washington et Téhéran. Notez que donc cette semaine est marquée particulièrement par les résultats d'entreprise, mais également côté américain, des chiffres de l'inflation PCE et de la première estimation de la croissance américaine pour le T2. Enfin, les cours du pétrole ont fortement chuté hier, les investisseurs saluant la calmie observée entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que les déclarations optimistes de Trump sur les discussions avec Téhéran. Le Brent a perdu 8,7% à 88,36 $, tandis que le WTI, son homologue américain, a lui reculé de 7,5% à 82,61 $. Mais malgré cette détente, notez que les marchés restent prudents. Les tensions persistent au Moyen-Orient, comme on l'a vu, comme on l'a commenté dans nos actus et quand on a regardé ce qui s'est passé cette nuit, notamment en mer Rouge et autour du détroit d'Ormuz où les risques sur les approvisionnements de mer sont élevés. Cette volatilité continue d'alimenter les interrogations sur l'évolution du prix de l'énergie, l'inflation.